Après un mois d'activité intense, les sénateurs ont procédé mercredi à l'élection de leur bureau, portant Barry Moussa Barké, figure éminente de la politique nationale, à la présidence de la nouvelle institution pour un mandat de 6 ans. Le bureau nouvellement élu se compose de 9 membres. En plus de Barry Moussa Barké, les autres membres du bureau incluent Madame Kouvahi Amoko Roladem en tant que premier vice-président, Diogo Koudjolou comme deuxième vice-président et Olympio Adebleo Kossi au poste de troisième vice-président. Malik Omlan et Madame Baniba Afiwavi Vicentia viennent respectivement en tant que premier et deuxième questeur. Le secrétariat parlementaire est ainsi confié à Madame Abounima Kapouin Molga comme premier secrétaire assisté de Tchassona Traoré Mohamed et d'Amelete Baoumondom en tant que deuxième et troisième secrétaire parlementaire. Cette élection vient couronner le processus d'installation du Sénat togolais, lequel a également adopté son règlement intérieur afin de poser les bases essentielles de son fonctionnement. Les 61 sénateurs, dont 41 élus et 20 nommés par le chef d'État, Faure Essozimna Gnassingbé, se retrouveront pour leur première session ordinaire le jeudi 3 avril 2025. Le Togo se prépare pour la révision des listes électorales dans le cadre des élections municipales qui auront lieu cette année. Ainsi, du 7 au 23 avril, la révision des listes électorales est programmée sur l'ensemble du territoire. L'autorité indique que ces opérations de révision se dérouleront conformément au découpage et les centres des opérations seront ouverts tous les jours de 7h à 17h. Rappelons aussi que l'opération se déroulera en 3 phases distinctes. La zone 1, qui regroupe la région maritime et la préfecture de Haro, sera à l'honneur du 7 au 9 avril. La deuxième phase se tiendra du 14 au 16 avril dans la zone 2. Il s'agit de la région des plateaux et les préfectures de Blita, Sotoboua et Tchamba. Enfin, les régions des savanes de la Kara et les préfectures de Tchaoudjo et Mo sont classées dans la zone 3. Les opérations y se dérouleront du 21 au 23 avril. Elles permettront d'intégrer les modifications nécessaires comme les transferts ou l'élimination des personnes décédées du fichier électoral. Aussi obtenir un duplicata des cartes d'électeurs et de procéder à des enrôlements entre autres. L'économie togolaise est désormais de plus en plus portée par un secteur privé dynamique et très diversifié. Selon les autorités, le rôle du secteur privé comme moteur de l'innovation et force de proposition est à saluer. En effet, en 2024, le secteur privé représente 76,8% du PIB national contre 77,1% en 2023. Le chiffre de l'année 2024, bien qu'en légère baisse par rapport à 2023, rappelle le rôle structurant du secteur privé dans l'économie togolaise. De façon générale, la contribution du secteur privé à la croissance du PIB n'a cessé d'augmenter depuis 5 ans. Et depuis 2020, l'emploi privé, de son côté, s'établit à près de 98% des emplois du pays. Toutefois, des difficultés structurelles sont aussi à signaler. Pour certaines petites et moyennes entreprises PME, des défis liés aux chaînes d'approvisionnement, au financement, à l'écosystème entrepreneurial, entre autres, sont autant d'obstacles limitant leur compétitivité. Selon les chiffres publiés par le ministère de l'Économie et des Finances, basés sur les données du ministère de l'Élevage, le Togo a enregistré une production avicole de 38,6 millions de têtes en 2024. Ce chiffre dépasse de 8% la production de l'année précédente qui s'élevait à 35,7 millions de têtes. Cette performance est conforme aux prévisions des autorités togolaises qui tablaient sur 38 millions de têtes pour l'année 2024. Bien que la production avicole soit globalement satisfaisante à l'échelle nationale, elle varie considérablement d'une région à l'autre. La région des plateaux se distingue avec une production de 13 millions de têtes en 2024, représentant près de 34% de l'offre nationale.
La région des Savanes a produit 8 millions de têtes, un chiffre stable par rapport à 2023. Les régions centrales et de la Kara ont respectivement produit 6 et 5 millions de têtes, tandis que la région maritime a enregistré une production de 4,8 millions de têtes en 2024. Pour l'année 2025, les autorités togolaises visent une production de plus de 41 millions de têtes. Elles souhaitent également développer une chaîne de valeur solide dans le secteur avicole afin de renforcer sa contribution à l'économie nationale. En Guinée, un référendum se tiendra le 21 septembre prochain pour l'adoption de la nouvelle constitution. L'annonce a été faite mardi soir à la télévision publique par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, lisant un décret présidentiel. Au pouvoir depuis qu'elle a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre 2021, la junte a manqué plusieurs de ses promesses concernant le transfert du pouvoir aux civils. Le colonel Mamadi Doumbouya dirige le pays d'une main de fer. Il avait promis dans ses vœux de nouvel an que 2025 serait une année électorale cruciale afin de parachever le retour à l'ordre constitutionnel, mais sans aucune indication du calendrier. Sous la pression internationale, les militaires s'étaient initialement engagés à organiser un référendum constitutionnel et à transférer le pouvoir à un gouvernement issu d'élections avant la fin de 2024. Ils étaient militaires, ministres ou encore responsables dans le gouvernement déchu. Au Niger, la junte militaire a annoncé la libération de 50 personnes. Lors d'une allocution à la télévision nationale, le secrétaire général du gouvernement a dévoilé les noms de ces personnalités sur le point d'être libérées. Des libérations conformes aux recommandations des Assises nationales de février dernier. Parmi elles figure aussi un ancien ambassadeur et un journaliste accusés d'être impliqués dans des tentatives de coup d'État survenues dans les années 2010. Retenu avec son épouse depuis la chute de son régime, le président Mohamed Bazoum est maintenu en détention. Une situation que dénonce l'ONU qui parle de détention arbitraire. Pour rappel, le Niger est dirigé par un régime militaire depuis le coup d'État de juillet 2023, avec à sa tête le général Abdourahmane Tiani, investi président de la République en mars 2025. La route vers la présidentielle pourrait être encore ouverte pour Marine Le Pen. La Cour d'appel de Paris a indiqué mardi qu'un deuxième procès pourrait se tenir au plus tard début 2026, avec une décision rendue à l'été. De quoi entretenir une lueur d'espoir pour la députée du Rassemblement national. Donc quels sont les scénarios qui pourraient permettre à Marine Le Pen de se présenter en 2027 ? Il n'y a qu'un seul scénario, c'est celui où elle est innocentée ou celui où sa peine est suffisamment réduite pour que l'inéligibilité ne court pas jusque l'élection présidentielle en 2027. Il y a bien un troisième scénario, c'est celui de la grâce présidentielle. Mais il faut rappeler que le président de la République ne peut gracier que pour une condamnation qui est définitive. Définitive. On ne peut donc exercer ce droit de grâce que si Marine Le Pen a terminé d'épuiser les voies de recours. Dans l'attente du deuxième procès et malgré sa condamnation pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen conserve son siège de députée à l'Assemblée nationale, mais en cas de dissolution, elle ne pourra pas se représenter. Mais cette décision de justice n'est pas sans conséquences pour son parti. Ça déstabilise, ça fragilise le leadership, l'organisation, la ligne idéologique. Il y a beaucoup de choses qui sont déstabilisées. D'abord, c'est cela. Maintenant, il peut y avoir résilience, évidemment, et puis il peut y avoir peut-être cette seconde solution que serait Bardella. L'état de droit, là, c'est la négation de l'état de droit. Un plan B comme pour Jordan Bardella, le président du parti Rassemblement National et poulain de Marine Le Pen, qui pourrait la remplacer comme candidat à l'élection de 2027. Mais à 29 ans, il pourrait être vu comme peu expérimenté, n'ayant siégé qu'au Parlement européen. En attendant que la justice se prononce à nouveau, le Rassemblement national a déjà lancé sa contre-attaque. Le parti revendique 10 000 nouveaux adhérents et 300 000 signataires de sa pétition de soutien depuis la condamnation de Marine Le Pen.
Ils sont venus nombreux pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers sans papier. À Latina, province agricole située au sud de Rome, s'ouvre le procès d'Antonello Lovato, propriétaire d'une ferme, accusé d'avoir laissé mourir un de ses ouvriers, grièvement blessé durant ses heures de travail. En juin 2024, Satnam Singh, un travailleur sans papier originaire d'Inde, est décédé après que son bras ait été coupé alors qu'il travaillait dans une ferme. Les faits sont évidents pour tout le monde, tout comme la logique d'exploitation, connue sous le nom de caporalato, qui fait croire qu'on peut traiter les gens comme des marchandises, comme des pièces d'une machine qui peuvent être facilement achetées ou vendues au prix le plus bas. Et j'insiste sur le fait que cette culture doit être changée. La mort de Satnam Singh avait choqué les Italiens, déclenchant des manifestations de syndicats et d'ouvriers agricoles réclamant de meilleures conditions de travail. Le président américain Donald Trump devrait donner ce mercredi plus de détails concernant la mise en place de nouveaux droits de douane, en plus des droits de 25% sur les voitures et les pièces détachées importées déjà annoncées récemment. En tant que premier exportateur de voitures de l'UE vers les États-Unis, l'Allemagne risque de subir des pertes économiques se chiffrant en milliards. L'association allemande de l'industrie automobile affirme que les usines américaines s'appuient sur des réseaux de fournisseurs, notamment au Canada et au Mexique. Sollten diese Zölle jetzt kommen, dann wird man sehen, wie die Hersteller, wie die Zulieferer damit umgehen, aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es teurer wird, gerade für die US-Verbraucherinnen und Verbraucher, und langfristig gesehen, gerade wenn es eskaliert, wird es Wachstum und Wohlstand und möglicherweise auch Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks kosten. Die stehen zur Disposition, umso wichtiger ist es jetzt, eine Lösung zu finden. Les constructeurs automobiles allemands sont très actifs sur le marché américain. Ils emploient plus de 140 000 personnes aux États-Unis et ils produisent près d'1 million de voitures par an, dont la moitié est exportée. Man muss ja auch mal wieder betonen, die ganzen US-Hersteller selbst sind ja auch gegen diese Zölle. Also auch die US-Industrie generell, wenn man sich die Entwicklung an den Börsen ansieht, sehen den aktuellen Kurs des US-Präsidenten sehr kritisch. Und deswegen glaube ich, dass jetzt die EU einen Kurs, der sowohl die Hand ausreicht und sagt, let's make a deal, aber gleichzeitig auch sagt, wenn nicht, dann treten wir stark und selbstbewusst aus. Wir haben auch einiges zu bieten. Wir sind der größere Binnenmarkt als die USA und diese Stärke müssen wir dann auch bereit sein auszuspielen. Aldi told Euronews in a written statement that the Volkswagen Group, to which it also belongs, is counting on constructive dialogue being held between trade partners to ensure economic stability and avoid trade conflict. The car manufacturer underlines the importance of the transatlantic relationship with the US and said it has recently invested 14 billion euros into the market. Les marchés, qui en général n'aiment pas beaucoup l'incertitude, ont déjà réagi avec nervosité. La menace d'une guerre commerciale fait craindre une augmentation de l'inflation et potentiellement une récession aux États-Unis. L'Union européenne maintient son projet d'appliquer sa réglementation sur les réseaux sociaux, tels que X, TikTok et Facebook, et ce malgré la pression exercée par les États-Unis. Dans une interview accordée à Euronews, la commissaire européenne aux technologies numériques Ena Virkkunen affirme que ces lois sont essentielles pour protéger la démocratie contre la désinformation et les pratiques déloyales. Our rules are very fair because they are same rules for everybody who is operating and doing business in the European Union. So we have same rules for the European companies, for American companies, for the Chinese companies. Le règlement européen sur les services numériques, le DSA, vise à garantir une économie équitable en imposant des obligations à toutes les plateformes en ligne. Le DSA s'est attiré les foudres d'Elon Musk, propriétaire de X et proche conseiller de Donald Trump. EU will not resile from implementing the DSA and DMA where and when needed, despite the confrontation with the United States. It's super important for us that we are fully enforcing DMA and DSA because when it comes to DMA, there we want to make sure that the big players, that they are not the dominant players, they are not misusing their market power, that also new innovations can enter to the markets in the European Union. And DSA is very much for making sure that illegal content and products are taken down and we have safe and democratic, fair environment. Découvrez l'intégralité de l'interview d'Ena Virkkunen dans The Europe Conversation jeudi.